Now I know, Rouhani doesn't sound like Ahmadinejad. But when it comes to Iran's nuclear weapons program, the only difference between them is this. Ahmadinejad was a wolf in wolf's clothing. Rouhani is a wolf in sheep's clothing. Salut à tous et bienvenue pour ce 42e numéro des infos dont on parle peu. Vous avez vu notre ami Benjamin Netanyahou à l'ONU à New York cette semaine qui a fait une diatribe de 35 minutes environ sur l'Iran, exclusivement orientée sur l'Iran. Alors j'ai l'impression que notre ami Netanyahou il fait une petite fixette sur l'Iran, surtout après que Obama et Rouhani, côté iranien, se soient enfin parlé au téléphone après 30 ans, un 30 ans de non-communication entre les États-Unis et l'Iran. Donc c'est un petit peu dommage que notre ami Benjamin Netanyahou vienne torpiller tout ça par derrière à l'ONU et ensuite aller aux États-Unis pour mettre la pression sur Barack Obama. On va parler d'infos internationales et on va revenir d'ailleurs là-dessus dans les infos internationales. Donc je vais vous parler d'Israël, d'Iran et des États-Unis. On va parler un petit peu du Moyen-Orient aussi. On parlera ensuite de la France avec les coupes budgétaires, les coupes dans l'armée. On va parler ensuite d'économie avec le shutdown aux États-Unis et on finira par la santé et l'environnement. Alors attachez vos ceintures et on y va. On attaque les infos internationales. On va donc parler d'Israël, de l'Iran, des États-Unis, comme je vous le disais. Donc on démarre avec le secrétaire d'État américain John Kerry qui a estimé qu'un règlement du contentieux nucléaire iranien pourrait intervenir assez rapidement. Je cite John Kerry, « Il est possible d'avoir un accord plus tôt en fonction du degré d'ouverture et de clarté de l'Iran. Si c'est un programme pacifique et que nous pouvons tous le constater, que le monde entier peut le constater, les relations avec l'Iran pourront changer radicalement pour le mieux et pourront changer vite. » Et John Kerry a déclaré que l'Iran multiplie les signes d'ouverture depuis que Rouhani a succédé cet été à Ahmadinejad et pouvait prouver sa sincérité en ouvrant ses installations nucléaires aux inspections et en ne dépassant pas un certain seuil d'enrichissement de l'uranium. Alors Kerry a déclaré aussi « L'Iran doit prendre rapidement des mesures claires et convaincantes pour répondre aux obligations de la communauté internationale concernant ses programmes nucléaires. » Et il conclut en disant « Les mots ne remplacent pas les actes, ce qu'il nous faut ce sont des actes prouvant que nous et nos alliés dans la région ne pourront pas être menacés par le programme. » Donc voilà, une bonne avancée diplomatique entre l'Iran et les États-Unis. Malheureusement, ça a été torpillé, comme je vous le disais, par l'arrière, par Netanyahou à l'ONU et ensuite à la Maison-Blanche, puisque Benjamin Netanyahou s'est rendu à la Maison-Blanche 3 jours après que Rouhani et Obama se soient parlé au téléphone. Donc, qu'est-ce qu'a fait Benjamin Netanyahou? Il a insisté auprès du président américain Barack Obama pour maintenir et même accentuer les menaces militaires et les sanctions économiques contre l'Iran. Et Obama s'est exécuté en répétant le leitmotiv employé par son gouvernement et celui de son prédécesseur pour menacer l'Iran. Je cite Obama, « Nous n'écartons aucune option, y compris l'option militaire », a dit le président américain au cours d'une brève interview. Voilà. Alors on continue, toujours avec Israël et l'Iran. Et le service de sécurité intérieure d'Israël, le Shin Bet, dit avoir arrêté un ressortissant belge d'origine iranienne qui aurait admis avoir été envoyé en Israël pour espionner pour le compte de l'Iran. Ali Mansouri serait entré en Israël sous le nom de Alex Mans. Il aurait été envoyé par la force d'élite iranienne de la garde révolutionnaire afin de mettre en place des liens d'affaires en Israël comme couverture pour espionner. Le Shin Bet a déclaré que Mansouri a effectué 3 visites en Israël depuis 2012 et s'est présenté comme commercial. Mansouri qui a été capturé avec des photographies qu'il aurait prises de l'ambassade américaine à Tel Aviv. On continue, cette fois-ci c'est côté iranien qu'on se plaint puisque de côté iranien, un assassinat, c'est l'assassinat de Mojtaba Ahmadi qui a été retrouvé mort avec 2 balles dans le cœur. Alors Mojtaba Ahmadi, c'était le responsable du département de la sécurité informatique iranienne. Donc voilà, il a été retrouvé mort au nord-ouest de la capitale. Voilà, alors on sait que depuis 2007, 5 scientifiques iraniens se sont fait zigouiller. L'Iran, bien sûr, accuse le Mossad qui nie en bloc.
On continue et on va parler de la diplomate française en Israël. Vous savez, cette diplomate française qui était en compagnie d'autres diplomates européens qui allaient en Cisjordanie pour donner des vivres aux Arabes en Cisjordanie. Ils avaient des tentes, des vivres, etc. dans des camions. Ils se sont fait arrêter par les Israéliens. La Française s'est fait sortir du camion, s'est fait mettre à terre. S'en est suivi un échange un peu virulent entre la Française et les militaires. Donc voilà, les militaires israéliens qui n'ont pas tenu compte du statut de diplomate de la Française. On a cru qu'Israël allait s'excuser, mais non, pas du tout. Ils ne sont pas excusés du tout. Et là, on apprend qu'aujourd'hui, que d'un commun accord, la France et le régime israélien ont décidé de renvoyer Marion Castin, donc c'est la diplomate, de son poste d'attaché culturel du consulat de France à Jérusalem. Une source du ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'annonce selon laquelle Madame Fesneau-Castin allait démissionner de son poste a été faite conjointement par les gouvernements israéliens et français. Je cite, « Nous avons décidé de traiter la question tout en préservant les relations d'Israël avec la France », selon une source des ministères des Affaires étrangères. Son renvoi devrait donc prendre effet en décembre prochain. Donc on a hâte d'interviewer Madame Castin, si elle le veut bien, pour savoir exactement ce qui s'est passé, pour avoir sa version des choses. On va parler du Moyen-Orient, on va parler de la Syrie, on va parler de l'Irak, parce qu'il se passe un certain nombre de choses là-bas. Donc on commence avec la Syrie, avec une information du Guardian qui date du 2 octobre dernier. Alors que les inspecteurs de l'ONU arrivent en Syrie pour détruire l'arsenal chimique de Bachar al-Assad, le Guardian donne des informations selon lesquelles les rebelles auraient massacré des Alaouites dans des opérations en août dernier. Quelques 25 000 villageois alaouites ont fui l'attaquer, alors que l'opposition se sont saisis de plusieurs villages et ont atteint Aramo, près de Kardala, la ville natale d'Assad. Le Guardian a interviewé plusieurs militaires à l'attaquer qui ont rapporté de sanglants massacres et atrocités menés par des djihadistes. Parmi les atrocités rapportées, les femmes ont été violées, des bébés décapités et une femme a même été tranchée de la tête aux pieds et pendue à un arbre. Un soldat a déclaré « Nous avons trouvé 2 charniers avec 140 organismes. Ils ont été abattus. Ils avaient leur gorge fendue. » Voilà, donc ça, si c'est pas considéré comme des crimes contre l'humanité, je ne m'y connais pas. Le Guardian a mis la main sur une liste qui donne que 62 personnes ont été tuées, 60 kidnappées et 139 ont disparu. La majorité des femmes, des enfants et des personnes âgées. Voilà pour la Syrie. On continue et on va parler de l'Irak maintenant, puisque le 30 septembre dernier, près de 50 personnes ont été tuées à Bagdad dans une nouvelle vague d'attentats visant principalement la communauté chiite, faisant de septembre un des mois les plus sanglants de l'année. On compte 870 morts. Alors j'ai même entendu ce matin sur Russia Today qu'on arrivait à 1000 morts. 1000 morts en Irak au mois de septembre, oui. Et plus de 4700 morts depuis le début de l'année selon le bilan établi par l'AFP. Donc voilà, 4700 morts cette année, mais bon, vous inquiétez pas, les criminels de guerre qui ont mis la guerre, qui ont mis j'allais dire, excusez-moi de du terme, mais le bordel en Irak, eux, ils n'ont pas été inquiétés, ne vous inquiétez pas, tout va bien pour eux. On continue avec le redécoupage du Moyen-Orient. Alors ça c'est dans le New York Times que c'est sorti, j'ai été un petit peu surpris. Alors depuis plusieurs années on voit la même carte de redécoupage du Moyen-Orient, celle qu'on voit sur le livre de Pierre Hillard notamment, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial. On voit cette carte du Moyen-Orient redécoupée, etc. Là apparemment c'est une mise à jour de cette carte puisqu'elle lui ressemble quand même pas mal. On voit que, donc c'est dans le New York Times, c'est du 28 septembre dernier comme je vous l'ai dit, et on remarque que la Libye pourrait être découpée en 3 États, la Tripolitaine, le Fezzan et la Cyrénaïque. Quant à la péninsule arabique, on remarque que 5 États aujourd'hui, la Syrie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Yémen et le Koweït, pourraient être éclatés en 11 États prochainement. Le Kurdistan, l'Alaouitistan, le Sunnistan, le Chiitistan, l'Arabie du Nord, l'Arabie de l'Est, l'Arabie Saoudite, l'Arabie de l'Ouest, l'Arabie du Sud, le Nord-Yémen et le Yémen. Voilà. Donc ça, c'est dans le New York Times de cette semaine. On continue et on va parler du Mali. Ah oui, ça, le Mali, ça a été une réussite, si on en croit nos élites françaises. Ça a été une réussite. Pourtant, de nouveaux affrontements ont opposé, pour le 2e jour consécutif, des soldats maliens à des rebelles Touaregs du Mouvement National de Libération de l'Azawad, voilà, du MNLA. Ça, c'était à Kidal, dans le nord du Mali, rapportent les témoins. Les combats ont éclaté dimanche dernier en fin d'après-midi devant une banque du centre de la ville. Les 2 camps se sont mutuellement accusés d'avoir ouvert le feu les premiers. Le calme est revenu pendant la nuit, etc. Voilà, le MNLA a annoncé qu'il dénonçait l'accord de cessez-le-feu conclu en juin avec le gouvernement central de Bamako, accusant le nouveau président malien
Ibrahim Boubacar Keïta de ne pas en respecter les clauses. Cet accord prévoyait des discussions sur une plus large autonomie du nord malien, largement peuplé de Touaregs. Donc en fait, ce qu'ont fait les Français, ce n'est pas du tout avoir réglé le problème de ces gens qui veulent l'indépendance, des Touaregs qui veulent l'indépendance, mais on a à peu près chassé les pseudo-intégristes, les pseudo-islamistes, mais par contre le problème reste entier. Les Touaregs sont toujours là, et apparemment ils sont toujours pas d'accord avec le gouvernement. Donc rien n'est réglé là-bas, c'est pas une réussite, faut pas y croire. On continue, on va parler du Soudan maintenant. Au Soudan, le gouvernement ne recule pas, ni sur la baisse de la subvention du carburant à l'origine de plusieurs jours de manifestations la semaine dernière, ni sur la justification de la répression des manifestations qui ont fait 34 morts de sources policières et médicales. Alors, face à l'opposition et à la rue, le gouvernement soudanais continue de faire preuve d'une intransigeance à toute épreuve. Oui. Lors d'une conférence de presse le 30 septembre, le ministre de l'Intérieur a dénoncé des attaques criminelles contre la police et affirme que des photos montrant des victimes de la répression étaient des trucages. Le ministre a affirmé que les photos des victimes avaient été prises lors de manifestations dans d'autres pays. Elles viennent d'Égypte, assure Ibrahim Mahmoud Ahmed. Toujours est-il que la répression a fait 34 morts, 50 si on tient compte du chiffre communiqué par les organisations de défense des droits de l'homme. 50 morts donc. L'opposition, quant à elle, poursuit ses tractations en vue de créer une plateforme afin d'exiger un gouvernement de transition consensuel chargé d'organiser des élections. Donc voilà le Soudan qui a été séparé, Soudan du Nord, Soudan du Sud. Il y a des frictions et ça va pas très bien là-bas. On continue et on va parler maintenant du Japon. Alors une information incroyable. Le Japon va payer une facture de 3,1 milliards d'euros. J'avoue, je me suis frotté les yeux 2 fois pour être sûr de bien comprendre. Donc le Japon, Tokyo va payer 3,1 milliards de dollars pour le déplacement de troupes américaines d'Okinawa. Le pays va accueillir également pour la première fois des drones de surveillance américains à longue portée qui permettront de surveiller les îles contestées en mer de Chine orientale. Le Japon possède plusieurs bases américaines qui totalisent près de 50 000 hommes, principalement basés à Okinawa. Donc voilà, le Japon qui héberge des Américains, qui va faire venir des drones US sur son territoire, va payer 3,1 milliards. Ça fait cher quand même l'information. On continue, on va terminer les infos internationales là-dessus. C'est une petite brève puisque la semaine dernière je vous parlais d'Hillary Clinton qui a apparemment une tumeur au cerveau. Et bien là on apprend que Jess Ventura, vous savez c'est l'ancien gouverneur du Minnesota, qui voudrait apparemment, c'est une information plus ou moins officielle on va dire, se présenter au présidentiel 2016. Donc on ne peut que le pousser, vu le pédigré du monsieur. Je pense que ça pourrait être une super idée. Voilà pour les informations internationales. On va parler de la France maintenant. On va parler de la France maintenant et on va parler des prix des timbres pour commencer, puisque le prix des timbres les plus courants augmentera de 3 centimes le 1er janvier 2014, ont annoncé la Poste et l'Arcep. La dernière hausse du prix du timbre remonte à un an, 1er janvier 2013. Donc la hausse sera cependant supérieure à la moyenne de 3% pour les timbres les plus couramment utilisés. La lettre verte passera de 0,58 € à 0,61 €, soit une augmentation de 5,2%. Le timbre prioritaire passera lui de 0,63 € à 0,66 €, soit une augmentation de 4,8%. Donc après l'augmentation de la TVA de 19,6 à 20, et puis celle de la TVA à 5,5 qui ne descendra pas à 5, faut pas y compter. Ça commence à faire difficile le début d'année 2014. Il va falloir se serrer la ceinture, mesdames et messieurs. On continue, mais on va parler de comment l'État cache les demandeurs d'asile. À quelques mois des municipales, les Roms sont au cœur du débat politique. Hasard du calendrier ou non, une autre polémique pourrait bien s'inviter dans cette campagne électorale. En toute discrétion, début septembre, un rapport sur la situation des demandeurs d'asile a été rendu public sur le site du ministère de l'Intérieur. Le constat dressé est inquiétant. La France n'a plus les moyens d'assumer ses ambitions de terre d'asile. Et pour cause, entre 2007 et 2012, le nombre de réfugiés a flambé de 72%. Face à cet afflux, les préfectures ne parviennent pas à tenir la cadence et à respecter les délais administratifs. Plus surprenant, faute de place suffisante dans les centres d'hébergement, l'État est contraint de louer des chambres d'hôtel, montant de la facture en 2012 125 millions d'euros,
Ajoutée au coût des centres d'hébergement et celui des aides versées, elle grimpe à 500 millions d'euros. Pire, comme le souligne le journal du dimanche dans son édition du 22 septembre dernier, avec 80% de déboutés, le système fabriquerait 37 000 sans-papiers par an. En attendant l'élaboration d'une nouvelle loi prévue pour bientôt, le gouvernement tente de désenclaver les grandes villes en répartissant les demandeurs d'asile dans des communes rurales. Un cache-misère qui provoque souvent l'exaspération des élus locaux. Voilà où on en est. En plus, quand on parle des élus locaux, on va avoir les taxes locales qui vont augmenter encore cette année, étant donné que évidemment, on va avoir la semaine, enfin cette année et l'année prochaine, puisqu'on va avoir la semaine de 4,5 heures pour les enfants. Donc ça va faire augmenter les activités. Il faut des activités pour les enfants pendant que les parents travaillent. Donc ça va faire augmenter la note pour les communes. Donc ça va faire augmenter les impôts. Donc encore une fois, 2014, ça va être très dur, hein, je vous le dis moi. On continue et on va parler des régiments qui vont être fracassé, on va dire, encore une fois. 23 500 suppressions de postes supplémentaires au ministre de la Défense pendant la période 2014-2019. Boum, 23 500. Mais bon, c'est la reprise. Hein. Le 4e régiment de dragons de Carpagne dans les Bouches-du-Rhône sera ainsi dissous en 2014. Le 1er régiment étranger de cavalerie d'Orange au Vaucluse quittera également en 2014 son emplacement actuel pour s'installer à Carpiane. 4 sites de l'armée de l'air sont par ailleurs touchés par ces cas. La base aérienne BA 116 de Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône va perdre son escadron de défense solaire qui sera dissous et connaîtra une baisse de l'activité des Mirage 2000 qui sont stationnés sur cette base. L'activité aérienne permanente de la BA 102 de Dijon sera arrêtée. L'emprise du détachement R277 de Varennes-sur-Allier dans l'Allier sera fermée entre l'été 2014 et l'été 2015. Enfin, l'unité de commandement de la BA 279 de Châteaudun dans le Eure-et-Loir sera transformée en un élément R rattaché à la BA 123 d'Orléans-Brissy. Voilà pour l'armée qui en prend plein les fouilles. On va parler de l'économie maintenant. On passe à la partie économie maintenant et on va parler du shutdown aux États-Unis puisque comme vous le savez, les États-Unis ont atteint la dette et comme ni les démocrates ni les républicains arrivent à se mettre d'accord pour augmenter le plafond de cette dette, on est obligé de faire ce qu'on appelle le shutdown, c'est-à-dire on va virer pratiquement 1 million de fonctionnaires. Pratiquement 1 million. Donc voilà comment ça va se répartir, à peu près. On démarre avec la Maison Blanche, puisque environ 1265 employés vont être au chômage et 436 personnes vont continuer à travailler. Pour les marchés financiers, certaines statistiques ne seront pas publiées et certaines introductions en bourse peuvent être retardées. La Securities and Exchange Commission, le gendarme de la bourse qui ne maintient que 252 employés sur 4149. Par contre, la Réserve fédérale, elle continue de travailler normalement. Pour le département de la santé et les services sociaux, la moitié du personnel sera en congé, soit 40 500 personnes. Certaines campagnes seront suspendues, comme contre la grippe par exemple. Pour la Food and Drug Administration, plus de la moitié du personnel de l'Agence de sécurité des aliments et pharmaceutiques, la FDA, poursuit le travail. Donc comme la moitié poursuit, la moitié est virée. Le comité d'experts qui valide les nouveaux produits poursuivra ses activités. En revanche, la FDA cesse ses activités de contrôle en matière de sécurité alimentaire et surveillance des importations. Pour les agences de renseignement, les agents occupant les fonctions vitales pour la sécurité des États-Unis ne seront pas mis en congé. Donc c'est le cas du FBI et de la NSA. Pour les parcs nationaux, la perte quotidienne de 750 000 visiteurs liée à la fermeture des parcs devrait engendrer une perte économique d'environ 30 millions de dollars par jour. Pour les forces armées, le personnel militaire continuera ses opérations, mais la moitié des employés civils du Pentagone seront au chômage technique, soit 400 000 personnes. Pour le département de la justice, un secteur relativement épargné puisque 18 000 employés seulement sur les 114 486 que compte le département seront mis en congé. La Cour suprême, elle, continue de fonctionner normalement. Pour l'environnement, les agents de l'Agence de protection de l'environnement seront mis au chômage technique à 93%. Cette fermeture va retarder la mise en œuvre de réglementations. Pour l'agriculture, les inspections vétérinaires de l'USDA se poursuivent. Pour les impôts, à l'Internal Revenu Service, seuls 9 000 employés continuent de travailler sur les 95 000. Pour les musées, les sites touristiques les plus populaires de Washington seront fermés, comme le Lincoln Memorial, le National Zoo ou la Bibliothèque du Congrès. Voilà pour les coûts budgétaires.
aux États-Unis. Mais bon, malgré ces coûts budgétaires, on en apprend des drôles, vous allez voir. Alors, on commence par cette information. 300 millions de dollars débloqués pour sauver Detroit. Ah oui, ça c'est important. La Maison-Blanche entend faire table rase du passé et bâtir le Detroit du 21e siècle. La ville, qui s'est déclarée en faillite au mois de juillet, va bénéficier d'une enveloppe budgétaire de 300 millions de dollars pour se remettre à flot. La majeure partie de ce budget est composée d'argent public. Alors il y a du travail puisque 80 000 bâtiments sont à l'abandon à Detroit, donc tout ça plombé par la lente désindustrialisation du pays et la crise immobilière. Mais est-ce que ces investissements vont suffire puisque en 60 ans, Detroit a perdu la moitié de sa population, passant de 1,8 million en 1950 à 700 000 aujourd'hui, dont un quart vit sous le seuil de pauvreté. Enfin, la dette accumulée par la ville est colossale. Elle s'élève à 18,5 milliards de dollars mi-juillet, soit l'équivalent du produit intérieur brut de Chypre. Alors on continue, toujours par rapport à ces coupes budgétaires, puisqu'on apprend que les républicains ont fait pression pour passer une loi qui coupe les aides sur les bons alimentaires. Alors on le sait aujourd'hui, 50 millions d'Américains ont besoin de coupons alimentaires pour vivre, mais avec le shutdown, les républicains ont poussé pour faire voter une loi qui coupe ces aides. Le vote a été très serré, mais la loi est passée. Donc Obama menace lui de mettre son veto. Par an, ces coupons alimentaires coûtent aux États-Unis plus de 80 milliards de dollars et est en constante augmentation. Et on continue, encore une information absolument incroyable, puisqu'on apprend que les États-Unis ont dépensé 5 milliards de dollars pour acheter des armes la veille du shutdown. Donc ça c'est une information qui date du 1er octobre dernier. Selon John Reed, le Pentagone a octroyé 94 contrats, soit des dépenses de plus de 5 milliards de dollars. Parmi les achats les plus intéressants, 2,5 milliards de dollars de la part de l'agence de logistique de défense à Pratt & Whitney pour l'achat d'armes divers de systèmes de pièces de rechange utilisés par l'armée, la marine et l'armée de l'air. 65 millions de dollars pour les casques militaires BAE Systems. 24 millions de dollars pour des tubes à ondes progressives pour amplifier les sillons de radio à Thales. 17 millions de dollars pour l'azote liquide. 15 millions de dollars pour l'hélium. 19 millions de dollars pour des lits. Pour l'armée de l'air, 17 contrats dont 49 millions de dollars pour aider la France à acheter les drones Reaper, 64 millions de dollars à Lockheed pour aider à l'exploitation des satellites espions qui sont équipés en caméras infrarouges, et enfin 9 millions de dollars à l'US Air Corps pour des travaux d'entretien de la flotte des Skyplanes qui aident les organismes nationaux chargés d'attraper les trafiquants de drogue. Voilà. On continue avec les infos économie et pour terminer d'ailleurs, on va parler de l'agence de presse Reuters qui a annoncé des suppressions d'emplois dans sa rédaction. Selon une source proche du dossier, elle représente 5% des effectifs. On s'attend donc à voir 3000 personnes renvoyées chez Reuters. On passe maintenant à la partie santé et environnement et on va parler dans un premier temps des boissons énergisantes. Alors les boissons dites énergisantes contenant caféine, ginseng, taurine ou vitamines sont sous surveillance renforcée en raison d'effets indésirables suspectés, notamment cardiaques. Selon l'agence sanitaire ANSES, la surveillance de ces boissons arrivées sur le marché français en 2008 avait permis de recenser en juin 2012 une trentaine de cas suspects dans des accidents cardiaques mortels. Ces boissons de type Red Bull, Monster ou Burn, dont environ 40 millions de litres sont consommés chaque année en France, sont réservées à l'adulte et déconseillées aux femmes enceintes et aux sportifs selon l'autorité sanitaire. Mais elles sont aujourd'hui très souvent consommées comme des sodas. Selon une vaste enquête européenne réalisée en 2012 à la demande de l'EFSA, l'autorité européenne de la sécurité des aliments, 30% de la population adulte consomme ces boissons. Parmi eux, 12% consomment jusqu'à 4,5 litres par mois. Plus de la moitié des consommateurs prennent en même temps de l'alcool. 56% des adultes, 53% des adolescents. 68% des 10-18 ans en ont consommé dans l'année. Et 12% d'entre eux en consomment 7 litres par mois. Plus surprenant et inquiétant, 18% des enfants âgés de 3 à 10 ans en avaient bu l'année dernière. D'après cette enquête faite dans 16 pays auprès de 52 000 personnes. Les effets rapportés sont d'ordre cardiaque avec de la tachycardie, des troubles du rythme, sont neurologiques, des crises d'épilepsie, tremblements, vertiges, sont psychiatriques, angoisse, agitation, confusion. Par ailleurs, 3 cas d'accidents vasculaires cérébraux et 2 cas d'arrêt cardiaque, dont un mortel, ont été signalés pour lesquels le lien avec la consommation de boissons énergisantes n'a pu être clairement établi. Voilà, en ce qui concerne les boissons énergisantes. On va passer maintenant à un autre sujet, c'est la greffe
de cœur. Alors ça c'est un sujet, puis c'est un truc vachement intéressant et vachement important. Quand on fait de la recherche pour ce genre de choses, on ne peut être que d'accord. La greffe de cœur, alors selon l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSEM, a autorisé le 24 septembre dernier la société Carmat à mener une étude clinique de faisabilité sur 4 patients. 3 hôpitaux français sont ainsi autorisés à opérer. L'étude de faisabilité qui démarre consistera à évaluer la survie des patients transplantés à 1 mois. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, ils seront réorientés vers une greffe de cœur totale. Voilà pour cette information. Et enfin, pour terminer cette vidéo, on va parler des pollutions engendrées par l'industrie minière. Alors ça, c'est une interview de William Sachet. C'est un chercheur basé à Quito et qui travaille depuis 8 ans sur l'exploitation minière industrielle. Alors je vous laisse voir l'interview intégrale, je vous laisse la lire vous-même. Je vais vous en donner quelques petites lignes. Alors selon lui, avec la raréfaction des minerais, avec la surconsommation, avec le prix des exploitations en baisse, les multinationales n'hésitent plus à exploiter des gisements dans lesquels l'or se trouve dans une concentration d'1 gramme par tonne de roche traitée. C'est une des raisons pour lesquelles certains minéraux du sous-sol sartois, bien que présents à l'état de poussière dans la roche, sont aujourd'hui considérés comme intéressants par l'industrie minière. En ce qui concerne la pollution, selon M. Sachet, la méga exploitation minière moderne implique l'utilisation d'énormes quantités de réactifs chimiques, parfois très toxiques, mais aussi la génération d'énormes quantités de déchets. Les pollutions engendrées représentent souvent des dangers pour les décennies, voire les siècles à venir. Les impacts sociaux, économiques, politiques, voire même culturels ou psychologiques sont à la mesure de ce modèle de méga exploitation. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Voilà pour cette première, en tout cas, où je vous vois et où vous me voyez. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez bien informés. N'oubliez pas d'aller voir les informations sur le site InfoLibre. Tous les liens que je vous ai donnés sont présents sur le site InfoLibre. N'oubliez pas d'aller voir. N'oubliez pas le Facebook InfoLibre TV. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de soutenir InfoLibre. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Ladies and gentlemen, Israel will never acquiesce to nuclear arms in the hands of a rogue regime that repeatedly promises to wipe us off the map. Against such a threat, Israel will have no choice but to defend itself. I want there to be no confusion on this point. Israel will not allow Iran to get nuclear weapons. If Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone.